l'honneur de pouvoir rehausser de sa présence au sein de ce mythique auditorium. La problématique of Commerce, Dallas Fort Worth. Il est aussi un enseignant et chercheur en finance et technologie. Libre penseur, Patrick Onoya est un auteur d'une vingtaine de tribunes portant sur des domaines tels que l'entrepreneuriat, l'investissement, le commerce international et la science politique. Alors voilà en quelques mots les briefings sur la biographie de l'orateur du jour dont nous avons l'honneur ici de pouvoir recevoir, et surtout nous espérons que la nourriture scientifique qui nous sera ici exposée sera très riche en protéines scientifiques et intellectuelles. Nous avons en numéro 1 Aliko Dangote. Obasanjo a accordé en 2 Mike Adé. Merci. Merci. Obasanjo, ancien président nigérian de 1999 à 2007. En plus de la richesse en pétrole et en gaz, le Nigeria, sous l'impulsion du président Obasanjo, a eu l'idée de susciter et porter à tour de bras. Même ceux qui enseignent, c'est très important. Parce que l'enseignement, n'est-ce pas, sans la pratique, ne vaut pas grand-chose. C'est vrai que la recherche est également alimentée par l'enseignement. Mais aussi de l'univers basé sur la création des leviers. Nous sommes tous conscients de la croissance. Se confronter. Je connais beaucoup d'autres qui... Mesdames et messieurs, bonjour. Et même, la colline inspirée se trouve également le berceau du savoir central et du système financier congolais au développement. Par les doyens de la prestigieuse faculté de sciences économiques et de gestion, ici présents, nous aurons aussi à pouvoir écouter le mot blanche comme celui-là. Et comme disait l'excellence monsieur le ministre, chaque vendredi à la faculté des sciences économiques et de gestion, nous recevons pendant 1 heure des chercheurs qui peuvent être de notre faculté, qui peuvent être de notre université, peuvent être d'ailleurs. Celui-là, au lieu de dire hypothèse, je suis allé un peu plus loin pour dire postulat, pour certaines raisons. Et nous allons présenter quelques petits concepts de base en termes de macroéconomie pour finalement donner les axes de recherche que nous avons proposés. Pour pouvoir, l'objectif ici, c'est que si vous voyez la croissance économique de la RDC, de façon graphique, on dirait que c'est une croissance linéaire parce qu'elle est lente. Et nous cherchons, au fait, à faire comme le Nigeria, donc doper notre économie, comme on l'a dit dans la vidéo. Ça signifie à passer d'une croissance lente à une croissance rapide qui est appelée croissance exponentielle. Donc c'est là le fond de la pensée, en fait. Allons-y. Oui, quand on a vu déjà la vidéo. Nous avons cerné une question. Il y en a plusieurs. Mais nous nous sommes juste préoccupés à une question, avant tout. La République démocratique du Congo importe des biens de consommation équivalents à 2 milliards par mois. Je répète, 2 milliards. Soit 24 milliards de dollars par an. Et lorsqu'on dit importe, ça signifie perd. Ce sont des fuites de son économie. La RDC importe 90% des biens de consommation. La question c'est, que faire? Parce que c'est une situation anormale. Pour la petite histoire, le Nigeria, il y a 20 ans, importait en moyenne 15 milliards par mois. Je dis bien combien? 15 milliards par mois. Et aujourd'hui, le Nigeria importe moins d'1 milliard de biens
de consommation. Donc nous voyons qu'il y a, comme on dit, une corrélation négative donc, entre le fait d'avoir beaucoup d'importations et la situation de l'économie. Comme on va le voir un peu, voilà pourquoi nous présentons les quelques équations macroéconomiques pour montrer effectivement pourquoi cela joue au niveau du revenu. Ceci dit que s'il y a un problème fondamental sur lequel un jour le gouvernement de la RDC doit se préoccuper, doit attaquer pour doper l'économie congolaise, c'est la question des importations de biens et de consommation. Ceci dit que la RDC est le marché pour tous et même pas le marché pour lui-même. Que faire? Le postulat, je dis bien, j'aurais bien dit au niveau scientifique hypothèse, mais je présente cela comme un postulat en disant que pour relancer l'économie, le gouvernement doit s'attaquer aux questions structurelles. Les mesures conjoncturelles ne suffisent pas. Qu'est-ce que l'on retiendrait en de mémoire sur la question? Parmi tant d'autres, c'est de dire la RDC importe 90% de ses biens de consommation. Une telle problématique, pouvons-nous la résoudre avec des mesures conjoncturelles ou structurelles? Par définition, ce sont les mesures structurelles. Donc, des mesures qui vont au-delà d'aujourd'hui. Ceci, c'est pourquoi nous le posons comme postulat, parce que je ne sais pas, mais il peut toujours y avoir une thèse contraire que j'aimerais écouter, mais sinon, ce sont les mesures structurelles qu'il faut bien qu'au niveau du gouvernement, on puisse aussi associer. Voilà pourquoi, d'entrée de jeu, je ferai une première proposition au gouvernement de la RDC. C'est en plus d'avoir un comité de conjoncture économique, d'avoir aussi le numéro 1 de l'Afrique, n'est-ce pas? Et c'est le pays qui porte le plus de milliardaires possible. Le Nigeria a pu doper son économie partant d'une croissance qualifiée de linéaire vers une croissance exponentielle. Et nous savons ici au pays que le chef de l'État, dans sa vision, veut créer les millionnaires. La question, ça c'est une vision, mais la question c'est en pratique comment on peut y arriver. C'est à ce niveau-là que les intellectuels devraient se lever pour apporter des réflexions à cette vision. Je peux avoir la suite? Ici, c'est vrai que c'est une matière pour laquelle normalement nous devions nous étendre un peu plus, mais nous allons fournir un effort de synthèse. John Keynes propose après, en mettant, vous voyez, Y, n'est-ce pas? Comme ce sont tous des expressions Y, on a 3 Y, ce sont tous les expressions du revenu, on peut les mettre ensemble, n'est-ce pas? C'est qui nous crée une équation macroéconomique. Cette équation macroéconomique, qui est une référence de John Keynes, nous amène à pouvoir avoir les variables macroéconomiques importantes. Lorsque l'on veut développer notre économie commerciale, existe pour résoudre les problèmes de liquidité des entreprises. Pas de problème d'investissement, d'acquisition de l'outil de production, de développement, n'est-ce pas, des entreprises. Ce n'est pas le travail des banques commerciales. Mais qu'est-ce que nous avons au pays? C'est ce que nous avons. Cela, est-ce un problème conjoncturel ou un problème structurel? Je parle à la décision des sciences économiques, s'il vous plaît. Pardon? Et pourquoi il n'y a que toi qui parles? Le déficit au niveau des marchés financiers, est-ce un problème conjoncturel ou structurel? Je parle devant le doyen. Ah, mais c'est pas vrai. Il n'y a que toi. Faites-moi plaisir quand même, mais faites plaisir au doyen aussi. Le déficit de marché financier en
Je vais dire quelque chose d'abord avant de jeu. Je vais commencer par... ramenez-moi un peu l'équation de Keynes, les équations de Keynes. Je suis content d'être là et je suis davantage content de savoir que ce sont les étudiants de première de classe avec qui sont là. Je pense que c'est très important pour avoir de l'inspiration, n'est-ce pas, et de savoir où on doit aller. Mesdames et messieurs, je voudrais avant tout donner un conseil un conseil intéressant parce que vos questions, Alixon et mon ami, c'est comment le nom? Bokoke. Vos questions prouvent votre intérêt que vous avez sur ces choses. Alors moi je voudrais, avant de répondre, je vais commencer par vos questions. Avant de répondre, de pouvoir donner un conseil. C'est que dans les mathématiques, il y a le calcul et il y a l'esprit. Comprenez? Il y a savoir calculer mathématiques et puis savoir penser mathématiques. N'est-ce pas? La dimension la meilleure à atteindre, c'est penser mathématique. Si la pensée mathématique n'est pas affinée, elle peut nous amener vers des confusions. Comprenez? Par la dernière question, vous voyez cette équation-là? Normalement, on doit mettre des parenthèses. On doit mettre une parenthèse là, X et M. Lorsqu'on met la parenthèse sur X et M, X moins M constitue ce qu'on appelle la balance commerciale. N'est-ce pas? Quand est-ce que la balance commerciale est déficitaire? Lorsque les importations sont supérieures aux exportations. Et lorsque les importations sont supérieures aux exportations, elle fait quoi? Elle range le PIB. La balance commerciale range le PIB. Alixia, on en est là? On est ensemble? Et lorsque les exportations sont supérieures aux importations, en ce moment-là, la balance commerciale vient supporter, n'est-ce pas, l'augmentation du produit national, du produit intérieur brut. Alors, ça signifie que lorsque l'on applique une industrialisation par substitution aux importations, qu'est-ce que l'on pousse? On pousse à avoir une bonne balance commerciale. Donc, on cherche à réduire au maximum les importations, et lorsqu'on pousse sur l'investissement, on va pousser sur l'investissement de la production intérieure, mais aussi, comme on pousse la production locale, pour vendre aussi dans les environs. En ce moment-là, déjà, lorsqu'on a montré que lorsqu'on pousse sur les investissements, automatiquement, on pousse aussi sur la consommation à travers le multiplicateur de Keynes. Mais je reviens maintenant vers ta question. Lorsque on dit que j'ai peut-être présenté la chose très rapidement par rapport à ce que je suis en train de présenter, je n'ai jamais dit que l'épargne est mauvaise. Mais je dis que l'épargne est intéressante dans une économie à partir du moment où il existe des options d'investissement qui permettent à ce que les gens ne gardent pas longtemps leur argent. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a quelques mois, la Banque centrale a demandé aux banques commerciales de prêter l'argent aux clients. Pourquoi? Parce que tant que cet argent reste dans la banque, elle ne sert pas à l'économie. Vous comprenez un peu? C'est dans ce sens-là que dans les économies développées, vous allez voir en fait qu'on pousse les gens à dépenser, on pousse les gens à utiliser l'argent parce que ça doit tourner. Mais si on n'utilise pas l'épargne, ça ne sert pas. Vous comprenez un peu? Donc, le modèle de Keynes ici, maman, il est bien appliqué à notre modèle. Parce qu'à ce niveau-là, lorsque l'on consomme trop, ici, nous dans notre pays, c'est comme si X est égal à 1 et M est égal à 100. Donc, on a 99 qui vient soustraire. Et il est clair que si on soustrait au maximum les importations, il est clair que le revenu monte de soi dans une simulation mathématique. Alors, lorsque vous prenez même les courbes ISLM, on peut les balancer dans un sens tout comme dans un autre.
Si John Keynes a développé ces théories dans la surproduction, ces mêmes théories permettent, dans le fondamental, d'expliquer la sous-production et de savoir là où nous allons. Parce que ça nous amène à voir là où nous pourrons aller et de prendre des précautions. C'est pourquoi moi je dis qu'il y a un bonheur d'être dernier. Vous comprenez? Parce que lorsque vous êtes dernier, vous avez la chance de voir ce que les autres ont fait et de savoir comment vous pouvez avancer pour naviguer. À l'équilibre, il a été établi que l'épargne est égale à investissement. Cette expression n'a de sens que pour dire qu'un pays ne peut investir plus que ce qu'il épargne. Parce que l'investissement est limité par la capacité de ce pays à épargner. C'est à ce niveau-là. Ça, c'est un modèle qui a été utilisé de la fin 1930 vers la fin de 1950. Et il est arrivé ce qu'on a appelé en Occident les 30 glorieuses. Les années de 1960 à 1990, ce sont les années où on a découvert la financiarisation. La financiarisation, elle est venue en fait pour dépasser ces équations et cette égalité à l'équilibre qui dit épargne égale investissement. Et se poser la question, et si mes besoins en investissement sont au-delà de l'épargne, qu'est-ce que je fais? Je peux, en ce moment-là, utiliser l'épargne étrangère. Et la financiarisation de l'économie nous permet d'avoir accès à l'épargne des autres. C'est ça le développement, la nécessité du développement des marchés financiers. Lorsque l'on développe les marchés financiers, lorsqu'on a accès au marché des capitaux, on peut investir ici au pays avec de l'argent que les autres n'ont pas, que les Congolais n'ont pas épargné. Ici, donc, l'égalité S égale I, donc épargne égale investissement, ne marche pas. Ça signifie quoi? Ça signifie que les fondamentaux de la macroéconomie restent une base, mais la République démocratique du Congo doit créer sa macroéconomie. On se fait comprendre. Donc, ce que moi je présente dans la suite n'est pas les théories de Keynes, n'est-ce pas? Mais le fondamental de la macroéconomie reste valable. Mais ce que je présente dans la suite, ça, c'est pourquoi j'ai parfois même le courage. Ce sont les équations de Keynes ou les équations d'un quiconque. C'est le fruit de la recherche pour dire que si nous voulons nous attaquer à diminuer ces importations, que faut-il faire? Et aller à la conclusion, aller un peu à la conclusion que je n'ai pas dite. Et à la conclusion, je dis, même ici à la conclusion, je dis que dans le contexte du Congo, l'approche par injection doit être couplée à l'approche par incitation. Ça signifie que, au-delà de pouvoir stimuler l'économie par la financiarisation, par la production locale et par le protectionnisme économique, il est important de le combiner par l'approche aux incitations. Le tout doit aller de pair. L'approche aux incitations veut dire la réduction des impôts et taxes, la réduction de la tarification douanière et autres, que j'ai appelé autres tracasseries. Ça signifie que c'est une combinaison de tout dans un mélange congolais. J'insiste, dans un mélange comment? Congolais. Parce qu'ici, nous sommes restés dans le principe. Le tout doit se faire dans un mélange congolais, ça signifie qu'il tient compte des réalités congolaises, pour définir. Et vous allez vous rendre compte que, aller dans cette démarche, nous allons dans le cadre des mesures structurelles. Voilà pourquoi j'avais dit que déjà à partir du moment où le cadre mis au niveau du gouvernement pour réfléchir sur les questions de croissance économique s'appelle, on appelle ça encore comment? Cadre conjoncture économique, je ne sais même pas comment appeler. Comité de conjoncture économique, vous comprenez que le comité de conjoncture économique veut dire les réflexions d'aujourd'hui. C'est ça, là, ça veut dire. Mais là, ce sont les réflexions d'aujourd'hui et de demain pour les générations. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que l'on doit développer? N'est-ce pas? Ce qui m'amène vers
la personne troisième qui a parlé, est-ce que je me fais comprendre? Ça signifie que lorsqu'on fait la recherche, les soubassements sont nécessaires. Mais vous devez connaître les limites de ce soubassement-là. Vous voyez? Quelles sont les limites de ce soubassement? À quel niveau? Et lorsque je parlais de pensée mathématique, c'est de pouvoir effectivement faire autant de simulations sur les différentes courbes et de voir, n'est-ce pas? Lorsqu'on est au minimum, le point d'inflexion est totalement au minimum sur la courbe, la première courbe et la deuxième courbe, qu'est-ce que ça donne? Parce que si vous voulez réfléchir sur le Congo, vous serez dans une économie minimaliste. Et tel que X a exposé sa théorie, elle tiendrait dans notre économie jusqu'à quel niveau? À quel niveau ça ne tient plus? À quel niveau il est important d'avoir des théories à la congolaise pour expliquer cela? Mais que de dire que les équations de Keynes ne tiennent pas sur le Congo, maman, ça serait juste simple de prendre des exemples et de les appliquer. Vous verrez que les théories macroéconomiques fondamentales tiennent. Mais dans l'utilisation, il faut savoir à quel niveau on les applique et à quel niveau on ne les applique pas. C'est comme j'ai expliqué sur les différentes limites de l'épargne égale investissement. C'est un principe, mais dans la réalité, vous devez savoir quelle est la limite de son application et qu'est-ce que nous devons créer pour pouvoir l'adapter à notre économie. Ce qui m'amène à aller vers la question de monsieur sur les leviers de la financiarisation. Ici, dans cet auditoire, j'ai parlé de la création du ministère de l'investissement. Il y avait un grand débat autour, les gens ils en parlent, mais moi je dis simplement, monsieur le doyen, dites-moi quel est le ministère qui réfléchit sur le développement des marchés financiers. Vous en connaissez? Or, les grandes décisions, ce n'est pas créer une banque d'investissement, non. On doit commencer par créer la politique sur les marchés financiers. Est-ce que vous comprenez? Cela doit pouvoir entraîner au niveau de la Banque centrale, je pèse mes mots, des réglementations et des réglementations. Vous comprenez? Réglementation et déréglementation. Il y a la mise en place de cette politique qui doit être mise en place pour que les unités opérationnelles qui font partie d'un tout, telles que les banques commerciales et telles que les banques d'investissement soient créées. Lorsque moi j'entends X ministre dire on travaille sur la création d'une banque d'investissement, moi je dis c'est de mettre la charrue avant le bœuf. Il faut d'abord définir les politiques. Il faut mettre en place les différentes politiques publiques en la matière. Mais aussi, il faut savoir que lorsque l'on veut développer les marchés financiers, on peut les développer en interne, mais on peut créer aussi des couloirs de facilitation pour bénéficier des marchés financiers externes. Voilà pourquoi je vais revenir ici sur la question du président Senga, sur la question des entreprises du portefeuille de l'État. Voilà un exemple qui peut utiliser les marchés financiers, et ça d'ailleurs, même par notre truchement, on peut permettre avant qu'on crée le ministère de l'investissement, c'est-à-dire, vous avez, parce que nous avons approché le ministère du portefeuille, je vais vous citer quelques chiffres. L'AMIBA a besoin de 500 millions de dollars pour la relance des entreprises, de son entreprise. La SNCC a besoin de 500 milliards. La GECAMIN a besoin d'1 milliard. Congo Airways a besoin de 300 millions. Sokimo a besoin de 500 millions. Actionnaire unique l'État. D'où provient cet argent? Du portefeuille de l'État? Jamais. Il est important que les entreprises publiques, quelqu'un m'a parlé d'OADA ici, qui ont des statuts, qui sont régis par l'OADA en tant qu'entreprise commerciale, puissent ouvrir leur esprit vers la création des effets de levier. Or, si vous avez 2 à 3% du montant que vous recherchez, vous pouvez obtenir les 100% à travers les marchés des capitaux. Et nous connaissons le chemin. Ça signifie quoi?
Au lieu de solliciter l'AMIBA, au lieu de solliciter 500 millions au gouvernement, au trésor public, qui n'en a pas, pourquoi? Parce qu'il y a la guerre et il y a les élections. Eh bien, 2% de 500 millions, c'est combien? Combien? 10 millions? On dit à Nicolas Kazadi, si tu disponibilises 10 millions, nous pouvons trouver à travers les marchés des capitaux les 500 millions dont l'AMIBA a besoin. Et il faut faire attention, lorsque l'AMIBA est une société commerciale, ce n'est pas l'État qui s'endette, c'est l'AMIBA qui s'endette. Si Congo Airways a besoin de 300 millions pour décoller, nous disons, Monsieur le ministre des Finances, veuillez disponibiliser 200 millions, 2% de ces 300 millions, et nous allons lever les fonds dans les marchés des capitaux pour Congo Airways, n'est-ce pas? Et ça sera fait la même chose pour la SNCC. Vous devez savoir que des entreprises telles que la SNCC, elles sont au centre du blocage du développement du Grand Kassai. Alors, donc, dans cet élan de croissance économique, il est important que la financiarisation de l'économie passe aussi, je crée ce mot, par cette expression, par la financiarisation des entreprises du portefeuille de l'État. Mais cela oblige l'État à changer sa vision. Si toutes ces entreprises sont cloîtrées à attendre les 100% de cet argent, eh bien, ils attendront longtemps. Mais il suffit qu'ils changent leur vision, qu'ils acceptent la financiarisation de l'économie, ils viendront vers nous, nous allons leur montrer le marché de New York, comment on peut lever des fonds pour une entreprise qui produit le diamant. Et moi, je trouve toujours aberrant que la Sokimo, qui a Kibali Gold à côté, qui est prospère, elle ne sait pas trouver 500 millions de dollars et qu'il y a une entreprise d'exploitation d'or, c'est aberrant et inacceptable. C'est simplement la vision, comment on regarde. Il suffit qu'on change de vision et on trouve la solution. Telle est la nécessité de la financiarisation de l'économie. À ce niveau, j'ajoute toujours que moi j'ai toujours trouvé aberrant, et je suis content parce que je suis entré en contact avec le FPI. Le FPI fonctionne mal. C'est la théorie épargne égale investissement. Ils ont une taxe de la TPI qui leur fait comme ça en moyenne 20 millions de dollars le mois, n'est-ce pas, qu'ils ont pour financer des projets. Dites-moi, avec 20 millions et les besoins annuels de pouvoir développer le pays, ici c'est un minimum de 10 milliards l'an. Un minimum de combien? 10 milliards l'an en termes d'investissement pour booster le développement et atteindre l'émergence dans les 30 ans. Et si vous avez 20 millions le mois, ça signifie au moins 2 milliards et demi l'an. Vous allez évoluer comment? Il est important que des structures telles que le FPI, en intégrant le concept de la financiarisation de l'économie, fonctionnent aussi comme intermédiaire bancaire. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser tout son argent pour financer des petits projets, il peut utiliser son argent pour créer des effets de levier et attirer les capitaux des marchés financiers, n'est-ce pas? Ça signifie que, je leur dis simplement, si vous prenez 25% de votre manne de 20 millions, ça signifie 5 millions, que vous injectez en tant que votre rôle maintenant, un deuxième rôle d'intermédiaire financier, ça signifie celui qui donne les 5% pour créer les 100%, n'est-ce pas? 5 millions, c'est 100% de quoi? 5 millions et 5%. 100% c'est combien? Tu calcules? Si 5 millions c'est 5%, 100% c'est combien? C'est 1 milliard. C'est 1 milliard. Ça signifie quoi? Le FPI, s'il intègre la financiarisation de l'économie, la financiarisation de l'économie oblige le développement d'autres types d'ingénierie financière. Ça signifie d'autres types de modèles financiers. Et lorsqu'il développe, les 5 millions constitueraient 5% des 5% qui peuvent attirer. Et maintenant, le FPI serait à même de pouvoir faciliter, cette fois-là ce n'est pas lui qui finance le FPI, mais il facilite le financement par mois d'1 milliard de projets. Les Américains ils diront now you are talking. Ça signifie que tu parles maintenant des choses intéressantes. Et je vous dis, s'il y a des exemples qui ont échoué, je n'ai pas entendu un pays anglo-saxon, mon frère.
l'ami qui a parlé des marchés financiers, Gabon, Cameroun, je suis désolé, j'ai rien contre les francophones, mais si vous voyez là où ces choses marchent, c'est dans les pays anglophones, allez en Tanzanie, en Ouganda, au Kenya, en Afrique du Sud. Ce que je raconte ici est déjà d'application. Pourquoi nous venons avec ces choses? Parce que le travail que nous faisons à travers les États-Unis, nous sommes en contact avec nos pays, c'est ces pays où les autres consultants voient comment les mêmes réseaux que eux possèdent, nous les possédons. Mais chez nous ici, il faut trop parler et d'abord avoir aussi beaucoup d'eau pour se faire comprendre. Mais chez eux, ça se fait déjà. Vous comprenez? Ici, on en est encore dans les conférences. Mais au Kenya, au Nigeria, au Ghana, ils ne sont pas dans les conférences. Ils sont dans la pratique. Ils attirent les capitaux. Retenez un principe important. Madame en économie de développement. Un principe important d'économie de développement dit que l'investissement direct étranger se développe beaucoup plus facilement dans les pays où il existe une classe d'investisseurs locaux. Je l'ai dit au DG de l'ANAPI lorsque nous nous sommes retrouvés sur un autre estrade. Nous devons arrêter de faire du président l'amener à gauche, à droite. S'il n'existe pas une classe d'investisseurs locaux, les investisseurs étrangers vont toujours hésiter. Pourquoi? Parce qu'avant tout, fondamentalement, il y a la question du risque. Un investisseur veut partager le risque. S'il veut investir 500 millions, il veut avoir un partenaire local qui fait déjà ce que lui il fait et qui est déjà à 10-15 millions. Vous comprenez un peu? Mais lorsque chez vous, quelqu'un doit venir avec 2 milliards, 500 millions, c'est lui, il doit commencer comme les anglo-saxons disent, from scratch. Donc il doit commencer à zéro. Il se tape le risque 100%. Dans le monde de l'investissement, c'est avant tout la question de la gestion du risque. Ça signifie que toute la stratégie pour développer les investissements doit être aussi qu'est-ce que nous faisons pour qu'il puisse y avoir des locaux puissants. Et c'est ça qu'Obasanjo a fait, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'on peut atteindre avec la financiarisation de l'économie, parce que lorsqu'on attire des capitaux vers des entreprises publiques, ce n'est pas des capitaux étrangers, ça devient des capitaux de cette entreprise-là. Vous comprenez? En ce moment-là, ce sont les Congolais qui prennent le devant. Et c'est ça que nous avons expliqué aussi au FPI. Nous devons, le politique doit comprendre ces choses et que l'on passe de la théorie à la pratique. Merci. Merci. Vous pouvez applaudir s'il vous plaît. On a des auditoires. Et ça, c'est une occasion pour nous encore de nous enrichir sur le plan intellectuel. Une fois de plus, merci beaucoup. Sans plus tarder, parce que nous courons derrière les temps, nous allons passer à une série de questions-réponses. Je crois bien, il y a tant de questions dans la foule. Vous allez nous excuser, on va prendre une affaire de 5 questions pour nous permettre de pouvoir avancer et laisser la place à ceux qui auront cours après-midi. Vous avez une question, vous levez les doigts. Ici. Pouvez-vous situer quel est le rôle qui jouera maintenant le portefeuille de l'État? Parce que nous savons très bien notre économie peine à décoller. Avec tout ce que vous venez de nous exposer ici, pensez-vous que les portefeuilles pourront saisir cette opportunité avec le programme de 145 territoriales? Merci. Je suis étudiant en économie mathématique. Avant de pouvoir poser ma question, j'aimerais d'abord revenir sur les équations évoquées par Keynes. Vous pouvez poser la question, s'il vous plaît. Avant de pouvoir poser ma question, ici, parce que ma question est relative. Parce que ma question est relative à ces 10 équations. Allez-y. Foot égale injection. Et, monsieur l'orateur, on ne peut pas passer directement par ignorer l'épargne. Parce que bien avant 15, il y a tant de théories qui sont apparues sur les sciences économiques. Mais avec l'avènement de 15 et avec tant d'autres auteurs, notamment Milton Friedman, Ando et Modigliani, avec l'approche ISLM, ils ont pu démontrer que l'épargne est égale à l'investissement.
Donc, dans un premier temps, nous devons d'abord épargner et plus tard, ces épargnes seront égales à l'investissement. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose de pouvoir épargner. Mais, disons, thésauriser. Là, c'est une mauvaise des choses qu'on ne peut pas admettre. Thésauriser l'argent, c'est-à-dire garder l'argent à la maison sans pour autant le mettre dans les circuits économiques. Et ma question est celle-ci maintenant. Qu'est-ce est venu résoudre les problèmes de la crise de surproduction produite en 1929 et les cas de notre pays? D'abord, est-ce que la République démocratique du Congo a connu la surproduction pour pouvoir adopter le modèle de 15? C'est ma première question. Une question, ça va. Merci. Sera beaucoup plus cher que le riz local. Mais l'investissement au niveau de la production locale, parce qu'on aura déjà amené, qu'on appelle delta Y, la petite formule que j'ai inventée, delta Y est égal à FE plus. À vos titres et qualités respectives. Et nous allons... toyaki awa na invitation ya doyen ya faculté ya sciences économiques pour na rendez-vous vendredi de la recherche ainitiaki rassemblement babengi vendredi ya recherche oyo soki ozali chercheur ozali na makambo na développement ya mboka oyo ya koexpose yango na communauté estudiantine. Biso touti kosala ba recherche sur makambo moko etali ndenge nini kotombola nkita ya mboka oyo tobengi yango na français le modèle de croissance basé. Ça fait la fierté je veux dire, non seulement du pays, mais aussi maintenant il est l'un de nos collaborateurs. Dans sa recherche il accepte de venir partager les résultats de sa recherche avec les cadres de notre faculté. Et aujourd'hui, nous nous intervenir sur un modèle de développement. Et comme il venait de le dire,